Il y a de cela 25 ans, j'étais un jeune journaliste pour un journal local nommé La Bretagne. J'étais vraiment au balbutiement de ma carrière. Mais mon premier grand article ne s'était pas fait attendre. En effet, celui-ci parlait d'un tueur en série qui avait détourné un bus scolaire qui avait à son bord 19 adolescents, un chauffeur et 2 professeurs. Après avoir tué les adultes, le tueur en série, Raymond Pierre, avait emmené les ados dans sa maison de campagne, où il avait mis en place de quoi les garder captifs, tout en pouvant s'abandonner complètement à ses pulsions meurtrières. Il n'y a eu que 2 survivants à ce massacre. Ce que vous voyez à l'écran est mon article, que vous pouvez lire pour prendre connaissance de l'affaire. Une adolescente s'échappe de la maison des horreurs. Laura Morrison devient une héroïne après s'être échappée des griffes de tueurs en série, sauvant également son camarade de classe. On dirait le scénario d'un film d'horreur, mais c'est pourtant bien réel. Après avoir détourné le bus d'une classe de seconde, un tueur en série, Raymond Pierre, a ramené les passagers chez lui, où il les a enfermés dans une cage. Chaque jour, il sortait un élève et le torturait de façon horrible, tout en obligeant le reste des élèves à assister au spectacle. Puis, il les tuait à l'aide d'un marteau. C'est pendant qu'il lobotomisait le pauvre Tony que Laura est parvenue à sortir de sa cage et à tuer leur bourreau d'un coup de marteau dans la tête. À l'arrivée de la police sur les lieux, il y avait 17 cadavres d'adolescents qui pourrissaient sur le plancher. Un spectacle macabre qui n'aurait laissé que 2 survivants. Notre héroïne est Tony. Ce dernier est désormais dans un état végétatif. C'est la foi en Dieu qui m'a permis de survivre dans cet enfer, a déclaré la jeune Laura. Elle, qui était la souffre-douleur de sa classe depuis plusieurs années, a réussi à trouver en elle le courage d'affronter ce tueur en série et de sauver son camarade de classe, celui-là même qui l'a harcelé à l'école. 17 cadavres, 17 jours de calvaire. C'était un vrai miracle que cette Laura ait réussi à tenir et à avoir le courage de se révolter au bout de tant de temps. Surtout que, selon la police, les tortures infligées aux adolescents étaient encore plus perverses que ce que Raymond Pierre avait l'habitude de faire. C'était un vrai miracle que cette jeune fille harcelée à l'école ait pu le mettre hors d'état de nuire. C'était il y a 25 ans. Depuis, j'ai écrit beaucoup d'articles, mais aucun ne surpasse celui-ci en termes d'horreur. C'est pour cela qu'à l'approche d'Halloween, mon chef m'a demandé la semaine dernière d'aller voir ce qu'étaient devenus les survivants de cette affaire, à savoir Laura Morrison et ce pauvre Tony. Laura a réussi dans la vie. Suite à son nouveau statut d'héroïne, elle est passée de souffre-douleur à star du lycée. Elle a pu obtenir facilement des bourses d'études et a suivi un cursus médical, puis est devenue médecin. Actuellement, elle est en Afrique en mission humanitaire pour aider les enfants les plus démunis. Un vrai conte de fées. Comme si cette affaire l'avait rendue plus forte et avait provoqué en elle le déclic pour mener sa vie de la meilleure des façons. Je suis allé voir Tony. La première fois, je n'ai pas pu le rencontrer. Ses parents m'avaient informé qu'il avait une maladie incurable et qu'il n'allait pas bien en ce moment. Je n'ai pas pu m'empêcher de plaindre ce garçon, réduit dans la fleur de l'âge à l'état de légume par un tueur en série. Et ensuite, contracter une maladie mortelle et incurable. À l'inverse de Laura, cette affaire avait gâché sa vie de la plus cruelle des manières. Même s'il était un des harceleurs les plus zélés de Laura, il ne méritait cela en aucun cas. Ses parents m'ont contacté hier, m'annonçant qu'il n'en avait plus pour longtemps et que son agonie allait bientôt se terminer. Je n'aurai donc plus l'occasion de le rencontrer. J'y suis donc allé, et au chevet de son lit, il a prononcé ses premiers mots en 25 ans de silence. Tout ça, juste avant de rendre l'âme. Ces mots résonnent encore en moi, donnant naissance à un terrible frisson me parcourant tout le corps. Des mots qui donnent une toute autre vue sur une affaire datant de 1990. Elle a eu le tueur le premier jour. Je me suis rappelé une histoire en contemplant la nuit. Je vivais dans un village reculé de Yakoutie, où se trouvait une vieille école
vieille de 100 ans, en bois, avec les commodités à l'extérieur. Le bois avait noirci à cause de l'humidité et de la vieillesse. Le toit était couvert de moisissures. Le sol semblait plat et les murs droits. L'école paraissait pouvoir tenir encore 100 ans, absorbant l'obscurité environnante. Beaucoup de rumeurs circulaient sur cette école, comme quoi des gens y auraient été tués à l'époque de la révolution de 1917, et que des gens y auraient vécu et seraient morts de faim pendant la Seconde Guerre mondiale. Quoi qu'il en soit, l'atmosphère dans le bâtiment était toujours sombre. Il y avait peu de lumière, les fenêtres étaient grandes et poussiéreuses, et les couloirs étroits. Et même les adultes disaient souvent qu'il y avait des esprits maléfiques. La nuit, on entendait des pas ou des bruits comme si quelqu'un courait. En général, quand j'étais élève, il y avait beaucoup d'histoires du type du pionnier pendu, des chapeaux volants, d'un homme aux chaînes et d'un homme sans tête. Mais cette histoire m'est arrivée à moi, et je peux affirmer à 100% que je n'étais sous l'influence d'aucune substance ni d'alcool. Et voici l'histoire. J'avais probablement 13 ans à l'époque. J'étais un peu un enfant ermite. Donc même à cet âge, j'avais toujours des pensées enfantines et pures. Mon oncle travaillait à l'école. C'était un homme efféminé qui ressemblait au cliché du gay, mais qui avait une femme et des enfants. Mais son apparence ne joue aucun rôle dans le récit. Je me souviens juste de tous les détails. Mon oncle était gardien de nuit, et son fils cadet, qui ne valait pas mieux qu'un singe dressé un peu stupide, venait souvent avec lui pour la nuit. Il devait avoir environ 11 ans. Lors d'une des nuits de travail de mon oncle, je suis allé avec eux dans cette école. Juste avant la relève, ils sont venus chez nous pour se ravitailler, probablement au début des années 2000. Et dans les villages reculés de Yakoutie, il n'y avait pas grand-chose à manger. Il faut savoir que l'école était grande, à 2 étages. Il devait être environ 20 heures. En Yakoutie, les hivers sont noirs, sombres et effrayants. Mon oncle est parti quelque part, probablement pour discuter avec les dames qui lavaient les sols. Nous sommes restés dans une pièce à l'extrémité la plus éloignée de l'école, et nous avons joué. Je ne me souviens plus à quoi par contre. On s'amusait comme on pouvait. Mais à un moment, on s'est mis sur nos gardes. Tout était très silencieux, d'une manière qui nous paraissait sortir de l'ordinaire, comme s'il n'y avait personne dans le bâtiment. On pouvait seulement entendre le léger bourdonnement d'une lampe à néon. Et dans ce silence, quelque part au loin, on pouvait entendre un bruit qui ressemblait à celui d'un seau vide roulant sur le sol carrelé. Bon, à 21h, il pouvait y avoir encore des femmes de ménage, alors nous n'avons pas eu trop peur et nous avons continué à jouer. Mais dans les premières minutes, on entendait ce bruit étrange, et on a quand même serré les fesses. Plus tard, nous avons eu envie d'aller au petit coin. Même si nous devions normalement sortir pour faire pipi, il y avait quand même des toilettes fonctionnelles dans le bâtiment, qui fonctionnaient par intermittence et se fermaient à clé. De là, ça sentait toujours la merde et d'autres choses désagréables, donc nous l'utilisions très rarement. J'ai pris la clé, trouvé un vieux masque à gaz dans le bazar qui traînait, l'ai enfilé et ai ouvert la porte de la pièce. Il faisait très sombre dans le couloir. J'ai commencé à sortir, et soudain, dans le coin le plus éloigné, j'ai vu une personne. Il était debout, dos à moi. Lorsque la porte est ouverte, la lumière vive a découpé l'obscurité et éclairé faiblement le mur opposé. J'ai mieux regardé la personne. Elle portait un kala noir, tenait ses mains derrière son dos et avait la tête penchée en avant. Au début, je n'ai pas eu peur, on aurait dit une personne ordinaire. Mais c'était étrange qu'il se tienne dans l'obscurité totale, et en plus dans un coin. Ensuite, il s'est retourné. Je me souviens clairement que c'était un jeune homme yakoute. Son visage était ordinaire. Il n'exprimait ni malveillance, ni rien du tout. Il m'a regardé sans émotion. Il ne bougeait pas, restait simplement là, et regardait. Mais à ce moment-là, je ne sais pas trop pourquoi, je me suis mis à flipper à mort. Je me suis retourné, pour retourner dans la pièce en courant. Mon cousin et moi, nous sommes cachés derrière la table et sommes restés allongés là, sans bouger, jusqu'à ce que mon oncle arrive. Nous lui avons raconté. Il a répondu qu'on avait peut-être tout imaginé, ou qu'un ouvrier
avait peut-être traversé la fenêtre, ivre. Nous sommes allés vérifier le bureau qui était fermé. Nous sommes entrés à l'intérieur et les fenêtres étaient aussi fermées. Personne ne pouvait sortir par la fenêtre et la fermer de l'intérieur. En soi, mon oncle s'en foutait, mais moi, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'étais terrifié. Et puis mon cousin s'était trouvé juste derrière moi et n'avait donc pas vu cet homme, car il était encore dans la pièce. C'était moi qui était sorti le premier et l'avait vu. À ce moment-là, il n'y avait personne dans le col à part moi, mon oncle et les 2 femmes de ménage. Qui était ce Yakout qui se tenait là? Je l'ignore encore. Dans les temps anciens, avant l'avènement de l'Union soviétique, les Yakouts vivaient dans les halas, perdus au cœur de la taïga impénétrable. En général, ils s'installent en famille avec de proches parents. Ils érigeaient 2 balagans au milieu des champs pour l'hiver et une yourte un peu plus éloignée pour l'été. Ces mini-hameaux étaient appelés Yagaoussa. Traduit grossièrement, cela signifiait parenté paternelle ou quelque chose du genre. C'était dans les années 20 du siècle dernier, quelque part dans une contrée perdue au milieu des forêts impénétrables, que vivaient 2 familles yakoutes, parentes éloignées. C'était l'été, presque le mois d'août. Les adultes partaient chaque jour faucher le foin, laissant 2 garçons à la maison pour surveiller les veaux et les accueillir avec du thé le soir venu. La majeure partie du temps, les garçons jouaient toute la journée dans un balagan abandonné, jetant de temps à autre un œil sur les veaux. Avant de partir, les adultes leur interdisaient souvent de franchir la clôture en direction des anciennes tombes. À propos, dans les halas yakoutes, on pouvait presque partout tomber sur des tombes anciennes et décomposées, ressemblant à de petites maisonnettes pavées qui se dressent depuis probablement plusieurs siècles sur ces collines. Un beau matin, les parents sont à nouveau partis pour faucher le foin, laissant les garçons jouer dans le balagan abandonné. À cette époque, il n'y avait pas de jouets, alors les enfants jouaient avec diverses plantes, morceaux de bois, pierres et autres cadeaux de la nature. En arrivant sur le terrain de jeu habituel, les garçons ont découvert que les capsules de graines d'iris, qui servaient de vaches à leur jeu, avaient flétri. Ils ont alors décidé d'aller cueillir de nouvelles capsules fraîches. Mais il s'est avéré que tout avait déjà été cueilli, près du balagan. En revanche, un peu plus loin, derrière la clôture, des iris poussaient vigoureusement. Ignorant l'interdiction de leurs parents, les garçons l'ont franchi pour aller cueillir des graines d'iris et explorer les environs. Après avoir récolté suffisamment de ce dont ils avaient besoin, ils ont voulu rentrer. Mais l'un d'entre eux a alors découvert des érelles près d'un buisson. Les enfants ont complètement oublié leur jeu et se sont mis à ramasser les baies encore vertes et à les manger goulûment. Goûter aux fruits leur a donné envie d'en avoir encore plus, et ils ont décidé de s'aventurer encore un peu plus loin, en direction des tombes. Le soleil commençait déjà à décliner. Ils marchaient lentement, discutant de tout et de rien, quand soudain, au milieu d'une phrase, l'un des garçons s'est brusquement tu. L'autre, ne remarquant rien, a continué d'avancer jusqu'à ce qu'il entende un cri perçant. Il s'est retourné et a vu son compère figé, la tête levée, hurlant de terreur. Suivant son regard, il a aperçu la silhouette noire d'un homme gigantesque, aussi grand qu'un arbre imposant, avec des yeux de la taille d'un saumon royal. Aucune idée de la taille que ça fait. L'homme a fait un pas en avant et les garçons ont détalé en direction de chez eux. Celui qu'il avait vu en premier était plus robuste et plus fort que l'autre, et courait donc aussi plus vite. Le deuxième, lui, criait de l'attendre et de ne pas l'abandonner. Il entendait que derrière lui, à quelques mètres seulement, l'Abbassi les poursuivait. Le premier garçon a trébuché et est tombé, tandis que celui qui était plus petit a couru de toutes ses forces vers la maison, entendant son ami l'appeler, puis mugir comme s'il était en train d'être poignardé. Arrivé chez lui, le garçon s'est évanoui et ne s'est réveillé qu'au retour de ses parents. Ils n'avaient rien remarqué et l'ont réprimandé pour ne pas avoir fait bouillir l'eau. Le lendemain matin, le garçon est à nouveau sorti pour jouer à son endroit habituel, mais son compagnon n'était pas là. Il s'est rendu chez lui et ses parents lui ont dit que son ami était tombé gravement malade la veille. Le garçon est mort avant que midi ne sonne.
Depuis le 5 octobre 2021, les articles de presse se multiplient au sujet de l'effroyable système en place dans l'administration pénitentiaire russe. Plusieurs agences ont en effet pu prendre connaissance de vidéos tournées à l'intérieur des prisons russes, tirées d'une archive de pas moins de 40 gigas de documents accablants. Ces vidéos contiennent des images particulièrement choquantes. Les prisons sont en effet régulièrement le théâtre d'actes d'humiliation, de torture et de viol sur les prisonniers. Les données révélées prouvent qu'il ne s'agit pas de cas isolés, mais d'une pratique qui remonte jusqu'en dans les plus hautes stratifications du FSIN, l'autorité fédérale russe responsable du système des prisons, et du FSB. Les photos et les vidéos sont sauvegardées dans les archives secrètes des services de renseignement. Elles sont accompagnées de documents, dont certains ont également fuité, qui montrent que les sévices font partie des procédures totalement normalisées. Dans certains endroits, des centres spéciaux au sein des établissements pénitentiaires sont même réservés à ces activités parfaitement connues par le personnel. Les instructions proviennent de la chaîne de commandement qui ne recule devant rien pour obtenir des aveux forcés, des informations sur un individu recherché ou extorquer de l'argent. La possibilité de commander de tels services serait également un service proposé officieusement par l'administration pénitentiaire à des personnes extérieures pour des sommes pouvant aller de 35 000 à 60 000 euros. Les viols et humiliations sont de plus filmés afin de pouvoir faire chanter les détenus en les désignant comme des cibles sexuelles après leur torture. Si les vidéos sont de trop mauvaise qualité, les victimes doivent d'ailleurs subir de nouveau le même traitement uniquement pour améliorer les enregistrements. Les sévices sont rarement effectués directement par les agents pénitentiaires. Ils payent plutôt d'autres détenus qu'ils appellent activistes pour faire le sale boulot. Le matériel nécessaire pour la torture et les enregistrements leur sont en général transmis par d'autres anciens prisonniers qui ont accepté, de gré ou de force, de travailler pour leur bourreau. Ceux-ci peuvent aussi être amenés à couper volontairement les caméras de surveillance officielles des centres pendant les séances de torture. La plupart des vidéos tirées de l'archive, qui y a fuité, ont été réalisées au moyen de caméras telles que celles de l'image que vous voyez à l'écran, qui sont officiellement spécifiquement utilisées par les gardiens. L'horodatage et les numéros de série que l'on peut voir sur certaines vidéos sont d'ailleurs reconnaissables. Les tortures sont assez variées, certaines prennent la forme d'humiliation lors desquelles les détenus sont réduits à moins que des animaux. Dans d'autres cas, ils sont brutalisés. L'image que vous voyez est notamment tirée d'une vidéo où les 4 détenus sont forcés à se tenir debout, nus dans une pièce, en tenant le sexe de leurs voisins dans leurs mains, tandis que l'activiste se moque d'eux et les filme de près. Celle-ci montre un détenu, là encore nu, brutalisé cette fois directement par les agents. De tels incidents peuvent laisser des marques profondes, voire des blessures graves aux victimes. Nombreux sont les cas où les détenus présentent des gigantesques hématomes après avoir été maltraités, comme l'image que vous voyez à l'écran. Début octobre 2021, dans Le Monde, on décrit en particulier une vidéo filmée dans la prison de Saratov, une ville de l'ouest de la Russie située à 726 km au sud-est de Moscou. Un détenu est attaché sur un lit, ses jambes sont maintenues en l'air par un homme, tandis qu'un deuxième le viole au moyen d'une perche en lui infligeant probablement des blessures internes, à en juger par les hurlements de la victime. Un troisième filme la scène, non pas avec un appareil personnel, mais avec les systèmes appartenant à l'administration pénitentiaire russe. Le détenu ne cesse de répéter « Pourquoi vous faites ça ?», sans jamais recevoir de réponse. Après environ 2 minutes de torture, le violeur lui ordonne de se souvenir et d'avouer, et le menace de le laisser 3 jours avec la perche s'il ne coopère pas. À la fin de la vidéo, le tortionnaire semble volontairement donner un grand coup de perche en tournant, avant de le retirer et de sortir du champ. Il faut savoir qu'une partie des activistes ne se contentent pas d'utiliser des perches pour effectuer leur viol, et c'est d'autant plus sordide lorsqu'on sait que le sida est une maladie très répandue dans ce milieu. Elle est utilisée comme élément de torture psychologique supplémentaire pour briser complètement l'esprit des détenus. Sur l'image suivante, le détenu est là, encore attaché et maintenu, tandis que l'homme à droite s'apprête à le violer. On entend le moment où l'esprit du détenu se brise, il part dans une crise qui mêle rire et sanglots, sans davantage protester. Certaines vidéos sont parfois tournées spécialement afin de décharger l'administration pénitentiaire de toute responsabilité. Les détenus sont forcés de dire qu'ils n'ont rien à reprocher à leurs gardiens, parfois immédiatement après leur séance de torture, comme dans la vidéo dans la description. Le premier ne parvient même pas à s'exprimer et s'effondre, tandis que le deuxième, le regard hagard, parvient difficilement à répondre à ses tortionnaires. Ces séances de torture peuvent parfois déraper et avoir des conséquences funestes. En 2018, un détenu a été tabassé à mort à coups de matraque car il ne voulait pas avouer qu'il avait commis les crimes dont on l'accusait. Il a ensuite été laissé à son sort par les médecins du centre pénitentiaire, qui considéraient qu'il ne faisait que simuler. Une vidéo a fuité, réalisée à la morgue, et montre clairement les traces de torture. L'homme qui a révélé ces vidéos a lui-même été arrêté dans les débuts des années 2010 et a développé des problèmes de santé
notamment au niveau de ses yeux après le traitement qu'il a subi pendant sa détention, qui a toutefois été écourté. Il a fondé une ONG qui recense ce type d'histoire et publie régulièrement des preuves et de nouveaux éléments qui sont parfois très difficiles à regarder. Il fait également intervenir des victimes de ces sévices dans des vidéos de sa chaîne, chez qui on peut parfois très clairement ressentir la cassure psychologique. Dans une vidéo publiée le 9 octobre, un dénommé Sergueï, dont on ne voit pas le visage pour sa sécurité, raconte ce qu'il a subi en prison et désigne des coupables. Sa voix est traînante, hésitante, comme s'il n'était plus clairement capable d'aligner rapidement ses pensées. Vers la fin de l'interview, à la question du pourquoi il s'est tourné vers cette ONG plutôt qu'ailleurs, il part dans une crise de fou rire incontrôlable et se met à hurler que personne n'en a rien à faire du sort des détenus et ne fera jamais rien, avant de réussir à se recentrer sur la conversation. L'État russe semble paniquer devant l'ampleur de la fuite de données et essaye d'attribuer ces incidents à une mauvaise gestion très localisée. Leur but est de mettre hors d'état de cause les institutions fédérales, en particulier le FSB. Cependant, ces pratiques ont été constatées dans plusieurs régions de Russie, et les documents prouvent que les informations enregistrées à leur sujet par les branches locales du FSIN et du FSB étaient transmises au niveau national. Les coupables cherchent à protéger leur position, mais beaucoup craignent de se retrouver à leur tour de l'autre côté des barreaux, à la merci des activistes. Comme toute personne emprisonnée en Russie, que ce soit pour des crimes réels, des raisons politiques, parce que vous êtes un étranger qui pose trop de questions, ou parce que quelqu'un aura payé l'administration pour votre arrestation. On raconte que dans les villages, les halas et dans les forêts, on peut souvent entendre différents sons et voix, venus de nulle part, dont la source ne peut être déterminée. Ce n'est pas spécialement considéré comme une histoire qui fait peur, car on ne sait jamais ce qu'on va entendre. Mais il y a aussi des cas effrayants. Un certain anonyme vivait dans un village yakoute, et un été, ayant abusé de la baignade, avait attrapé une pneumonie. Il a longtemps été malade, et s'est finalement résolu à aller se faire soigner. Naturellement, il a eu un congé maladie, donc il ne travaillait pas, et restait à la maison pendant la journée, alors qu'il n'y avait personne. À noter que leur maison était située à la périphérie du village, non loin de la lisière de la forêt. Et par une journée claire et ensoleillée, se sentant en forme, l'homme a décidé d'aller se promener dans la rue. Alors qu'il respirait l'air frais, il a entendu d'étranges sons aigus. Au début, il n'arrivait pas à comprendre d'où ils venaient, mais comme il n'y avait rien qui pouvait être aussi bruyant à proximité, il a décidé que les sons venaient de la direction de la forêt. Il est allé à la lisière, et en effet, les sons sont devenus plus forts et plus distincts. Notre curieux est allé voir ce qui se passait. Il s'est dit que, peut-être, il y avait des travaux de construction dans la forêt. Le bruit était très proche, mais néanmoins, il ne voyait rien, et l'homme s'est frayé un chemin plus profondément parmi les arbres. Il a finalement compris à quoi cela ressemblait. Le son était exactement comme si on lançait des planches de bois, les unes contre les autres. Le genre de choses qu'on entend assez souvent lors de la construction d'une maison en bois. Mais c'était bien trop rythmé, et ça semblait constamment s'éloigner, peu importe combien la personne avançait. Il avait déjà pénétré assez profondément dans la forêt, et le bruit était encore à une certaine distance devant lui. L'homme a commencé à flipper, réalisant qu'il y avait quelque chose qui clochait. D'autant plus que la source des sons s'est progressivement déplacée quelque part vers le bas, comme si elle provenait d'une clairière, ou même de sous la terre. Mais il n'y avait aucune clairière dans cette zone. Malgré cela, il a continué à avancer, espérant que ce n'était que son ouïe qui lui jouait des tours. Et il a marché jusqu'à ce qu'il tombe sur un vieux cimetière, abandonné depuis l'époque pré-soviétique. L'origine du son de planche était claire, il provenait du sol sous les anciennes tombes. Le sang de l'homme n'a fait qu'un tour, et il s'est précipité pour s'enfuir. Ce soir-là, il a tout raconté à sa famille, et est tombé dans une profonde angoisse, car en Yakoutie, il est bien connu que le bruit des planches de bois, dans un rêve, ou dans une hallucination, n'est pas bon pour ceux qui les ont entendus. Il est associé à la fabrication d'un cercueil, c'est-à-dire que la victime mourra bientôt. Et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain matin, la pneumonie s'est encore aggravée, et après quelques jours, l'homme a quitté ce monde. Une fois, mon père m'a raconté une histoire qui lui est arrivée personnellement. L'histoire est liée à l'esprit de la chasse, Bayané. Mon père et ses amis ont décidé d'aller chasser dans la forêt profonde. Alors qu'ils conduisaient l'UAZ jusqu'au point de déploiement,
2 jeunes ont commencé à boire de la vodka. Alors qu'ils passaient près d'un lac, l'un d'eux a commencé à le critiquer de toutes les manières possibles. Comme quoi, c'était à peine une flaque d'eau, qu'il était évident qu'il ne pouvait pas y avoir de poisson là-dedans. On lui a rapidement fait fermer son clapet. Ils se sont vite enfoncés assez profondément dans la forêt, et en sortant de la voiture, le second des soulards s'est mis à critiquer l'endroit où ils allaient chasser. Lui aussi, on l'a vite fait taire. Gonflés d'un ressentiment ridicule, mêlé d'ivresse, les 2 amis ont décidé de chasser séparément des autres. Le premier est allé dans la forêt soi-disant pour attraper le plus gros gibier, tandis que le second, se souvenant du lac, est allé pêcher. Mon père et les autres n'ont trouvé aucun gibier. Tout le monde était très énervé. Un certain temps s'est écoulé. Bientôt, un coup de feu s'est fait entendre dans la forêt. Les chasseurs se réjouissaient, pensant qu'au moins la chance souriait aux jeunes chasseurs. Au bout d'un moment, un autre coup de feu est venu de la direction du lac. Ils ont commencé à plaisanter, comme quoi c'était un pêcheur du dimanche. Les chasseurs sont restés un moment à attendre les jeunes, mais ils ne revenaient pas. Le soir venu, ils ont fini par se dire que les jeunes s'étaient perdus. Ils étaient après tout partis avec un bon coup dans le nez. Peu de temps après, on a parlé de 2 hommes qui s'étaient suicidés aux informations locales. Le plus intéressant, c'est que l'autopsie a permis de déterminer qu'ils avaient d'abord perdu la raison. Durant la fin des années 40, des chercheurs russes ont gardé 5 personnes éveillées pendant 15 jours, en utilisant un gaz expérimental basé sur du stimulant. Ils étaient enfermés dans un environnement scellé, afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène, de manière à ce que le gaz ne les tue pas, étant donné qu'il était toxique à partir d'une concentration élevée. Cela a eu lieu avant l'invention des caméras en circuit fermé. Ils n'avaient donc que des microphones et des fenêtres de verre épais d'une 12aine de centimètres, en forme du hublot, qui permettaient de les surveiller. La chambre était équipée de lits d'appoint sans literie, de l'eau courante et des toilettes, et contenait des livres et suffisamment de nourriture sèche pour qu'ils puissent tenir à 5 pendant plus d'1 mois. Les sujets de test étaient des prisonniers politiques jugés ennemis de l'État durant la Seconde Guerre mondiale. Tout s'est bien passé pendant les 5 premiers jours. Les sujets ne se plaignaient que rarement, car on leur avait promis qu'ils seraient libres s'ils acceptaient de subir le test et de ne pas dormir pendant 30 jours, bien que la libération fût hors de question. Leurs conversations et leurs activités étaient surveillées, et on a pu noter qu'ils ne parlaient que d'incidents de plus en plus traumatisants dans leur passé, le ton de la conversation devenant beaucoup plus sombre après le 4e jour. Au bout de 5 jours, ils ont commencé à se plaindre à propos des circonstances et des événements qui les avaient menés là où ils se trouvaient, et à montrer des signes de paranoïa sévère. Ils ont arrêté de se parler, et à la place, se sont mis à parler au microphone et au miroir sans teint des hublots. Curieusement, ils semblaient penser pouvoir gagner la confiance des expérimentateurs en se retournant contre leurs camarades, les autres sujets de test en captivité avec eux. Les chercheurs ont tout d'abord supposé qu'il s'agissait d'un effet du gaz. Après 9 jours, le premier d'entre eux a commencé à crier. Il courait sur la longueur de la chambre en hurlant à plein poumon pendant 3 heures sans discontinuer, et a ensuite essayé de ne pas s'arrêter. Mais il n'arrivait qu'à produire de temps à autre de petits couinements. Les chercheurs ont pensé qu'il s'était déchiré les cordes vocales. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est la manière dont les autres sujets ont réagi. Ou plutôt, n'ont pas réagi. Ils ont continué à murmurer à l'attention des microphones, jusqu'à la seconde où les cris ont commencé. 2 des captifs qui ne criaient pas ont alors déposé les livres, ont enduit toutes les pages avec leurs propres excréments et les ont collés sur le verre des hublots. Les cris se sont rapidement arrêtés. Les murmures adressés au micro également. 3 jours se sont écoulés. Les chercheurs vérifiaient les micros chaque heure pour être sûrs qu'ils fonctionnaient, car ils pensaient qu'il était impossible que 5 personnes enfermées dans une pièce ne produisent aucun son. La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait qu'ils devaient être tous les 5 en vie. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène que 5 personnes consommeraient pendant un exercice physique extrêmement ardu. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas, pour obtenir une réaction des captifs.
Ils ont utilisé l'interphone de la chambre, espérant provoquer une quelconque réponse des détenus. Ils avaient peur qu'ils soient morts, ou dans un état végétatif. Ils ont annoncé « Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre. Vous serez abattus. » À leur grande surprise, ils ont entendu une seule phrase, prononcée d'une voix calme. « Nous ne voulons plus être libérés. » Des débats ont éclaté entre les chercheurs et les forces militaires qui finançaient le projet. Comme il était impossible d'obtenir d'autres réponses en utilisant l'interphone, il a finalement été décidé que la porte de la chambre serait ouverte à minuit, le 15e jour. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie avec de l'air frais, et des voix provenant des micros ont immédiatement commencé à protester. 3 voix différentes ont commencé à supplier, comme s'il en allait de la vie de l'amour de leur vie, de remettre le gaz. La chambre a été ouverte et des soldats ont été envoyés à l'intérieur pour retrouver les sujets de test. Ils ont commencé à hurler plus fort que jamais, et les soldats ont rapidement fait de même lorsqu'ils ont vu ce qui était à l'intérieur. 4 des 5 sujets étaient toujours vivants, bien que l'état dans lequel ils étaient ne fût pas qualifiable de vivant. Les rations de nourriture des 5 jours précédents n'avaient pas été touchées. Il y avait des morceaux de chair, des cuisses et du torse du sujet mort enfoncés dans le drain au centre de la chambre, le bouchant et permettant à une dizaine de centimètres d'eau de s'accumuler sur le sol. La portion de cette eau qui était composée de sang n'a pas été déterminée. Les 4 sujets survivants avaient également de grandes portions de muscles et de peau arrachées de leur corps. La destruction de la chair et les os à l'air libre sur leurs doigts indiquaient que les blessures avaient été infligées à la main et non avec les dents, comme les chercheurs l'avaient pensé au début. Des observations plus précises de la position et de l'angle des blessures ont montré que la plupart des blessures, si ce n'était toutes, avaient été infligées par eux-mêmes. Les organes abdominaux sur la cage thoracique des 4 sujets avaient été retirés, alors que le cœur, les poumons et le diaphragme étaient restés en place. La peau et la plupart des muscles attachés aux côtes avaient été arrachés, permettant de distinguer les poumons à travers les côtes. Tous les vaisseaux sanguins et leurs organes étaient intacts. Ils avaient simplement été retirés et posés par terre, et répartis autour des corps éviscérés, mais toujours vivants, des sujets. L'appareil digestif des 4 sujets pouvait être observé, en fonctionnement, digérant de la nourriture. Il a été très vite clair qu'ils digéraient leur propre chair, qu'ils avaient arrachée et dévorée durant les jours précédents. La plupart des soldats étaient des Russes d'un commando spécial affecté à l'installation. Mais la plupart ont refusé de retourner dans la chambre pour en sortir les sujets tests. Ces derniers continuaient de crier pour qu'on les laisse dans la chambre et suppliaient qu'on remette le gaz pour qu'ils ne s'endorment pas. À la surprise de tout le monde, les sujets ont livré un combat violent lorsqu'on les a fait sortir. Un des soldats russes s'est fait déchirer la gorge et en est mort. Un autre en est sorti gravement blessé, après s'être fait arracher les testicules et perforer une artère d'une de ses jambes par les dents d'un sujet. 5 autres soldats ont perdu la vie, si l'on compte ceux qui se sont suicidés dans les semaines suivant l'incident. Pendant le combat, la rate de l'un des sujets vivants s'est rompue, et il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir, mais cela s'est révélé inutile. On lui a injecté plus de 10 fois la dose maximale pour un humain d'un dérivé de la morphine, et il continuait de se battre comme un animal enragé, brisant les côtes et les bras d'un des docteurs. On a pu constater que le cœur a continué à battre pendant 2 minutes entières après que l'hémorragie l'ait amené à un point où son système vasculaire était rempli avec davantage d'air que de sang. Même après qu'il se soit arrêté, il a continué de crier pendant 3 minutes, s'efforçant d'attaquer quiconque venait à portée et répétant continuellement le mot « plus », de plus en plus faiblement, jusqu'à ce qu'il soit réduit au silence. Les 3 sujets tests survivants ont été immobilisés et transportés dans une installation médicale, les 2 ayant leur corde vocale encore intacte, continuant de supplier le retour du gaz pour rester éveillés. Celui des 3 ayant le plus de blessures a été emmené dans le seul bloc opératoire dont l'installation disposait. Durant la procédure, devant le préparateur pour le remplacement de ses organes internes, il s'est révélé immunisé aux sédatifs qu'on lui a administrés, dans le but de le mettre en condition pour l'intervention chirurgicale.
Il se débattait furieusement contre ses liens lorsque le gaz anesthésiant a été apporté pour le mettre hors de combat. Il a réussi à déchirer la quasi-totalité d'un bandeau de cuir épais de 10 cm attaché à un de ses poignets. Et même avec le poids d'un soldat de 90 kg qui essayait de maintenir ce poignet immobile. Une quantité juste supérieure à la normale a été nécessaire pour l'endormir. Et à la seconde où ses paupières sont fermées, son cœur s'est arrêté. Pendant l'autopsie du sujet test qui est mort sur la table d'opération, il a été révélé que son sang contenait 3 fois la concentration normale d'oxygène. Les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés, et il s'était brisé 9 os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. La plupart à cause de la force que ses propres muscles avaient exercée sur eux. Le second survivant avait été le premier du groupe à commencer à crier. Ses cordes vocales étaient détruites. Il était incapable de supplier ou de protester contre l'opération. Et il n'a réagi qu'en secouant violemment la tête pour montrer sa désapprobation lorsque le gaz anesthésique a été amené près de lui. Il a secoué la tête pour faire oui lorsque quelqu'un a suggéré, à contre-cœur, d'essayer l'opération sans anesthésie. Et il n'a pas réagi pendant les 6 heures qui ont nécessité le remplacement de ses organes abdominaux et la tentative de les recouvrir avec ce qui lui restait de peau. Le chirurgien présidant l'intervention n'arrêtait pas de répéter qu'il devait être médicalement impossible pour le sujet d'être encore en vie. Une infirmière, terrifiée qui a assisté à l'opération, a affirmé qu'elle avait vu la bouche du patient former un sourire plusieurs fois, à chaque fois que ses yeux croisaient les siens. Lorsque la chirurgie a pris fin, le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à siffler fortement, essayant de parler en se débattant. Supposant que ça devait être important, le chirurgien a demandé à ce qu'on lui apporte un crayon et un calepin, afin que le patient puisse écrire son message. Il était simple. Continuez à couper. Les 2 autres sujets tests ont subi la même intervention, tous les 2 sans anesthésie. Cependant, il était nécessaire de leur injecter un paralysant pendant la durée de l'opération. Le chirurgien n'arrivait pas à effectuer la chirurgie pendant que les patients riaient continuellement. Une fois paralysés, les sujets pouvaient seulement suivre les médecins des yeux. Le paralysant a été éliminé de leur système après une période anormalement courte et ils ont rapidement essayé de s'échapper. Au moment où ils ont pu recommencer à parler, ils ont recommencé à demander le gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient infligés ces blessures, pourquoi ils avaient arraché leurs propres entrailles et pourquoi ils voulaient de nouveau le gaz. La seule réponse qui a été donnée était « Je dois rester éveillé ». Les liens des 3 sujets ont été renforcés et ils ont été replacés dans la chambre en attendant de savoir ce qu'on allait faire d'eux. Les chercheurs, faisant face à la colère des bienfaiteurs militaires à cause de leur incapacité à atteindre le but qui leur avait été fixé, ont pensé à les euthanasier. L'officier commandant, un ancien agent du KGB, a au contraire vu du potentiel en eux, et a voulu voir ce qui se passait si on les replongeait dans le gaz. Les chercheurs s'y sont formellement opposés, mais leurs objections ont été ignorées. Afin de les préparer à être de nouveau scellés dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur électroencéphalographique, et leurs liens ont été renforcés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, ils ont tous les 3 arrêté de débattre au moment où quelqu'un a laissé échapper qu'on allait les remettre dans le gaz. Il était évident qu'à ce moment, ils avaient énormément de mal à rester éveillés. Un des sujets qui pouvait parler fredonnait d'une voix forte et sans s'arrêter. Le sujet muet appuyait sur ses jambes de toutes ses forces, d'abord la droite, puis la gauche, puis de nouveau la droite, afin d'avoir quelque chose sur quoi se concentrer. Le dernier sujet gardait sa tête au-dessus de son oreiller, et clignait des yeux rapidement. Ayant été le premier à avoir été relié à l'appareil, la plupart des chercheurs observaient ces ondes cérébrales avec surprise. Elles étaient normales la plupart du temps, mais affichaient parfois inexplicablement une simple ligne. C'était comme s'ils subissaient plusieurs morts cérébrales, avant que tout ne redevienne normal. Comme ils se concentraient tous sur le papier qu'ils sortaient du moniteur, seule une infirmière a vu ses paupières se fermer au moment où sa tête est retombée sur son oreiller. Ces ondes cérébrales se sont immédiatement muées en celles de sommeil profond, puis la ligne droite est apparue pour la dernière fois, alors que son cœur s'arrêtait. Le seul sujet restant en état de parler s'est mis à crier pour être scellé immédiatement,
Ses ondes cérébrales montraient la même ligne droite que celui qui était mort après s'être endormi. Le commandant a donné l'ordre de sceller la chambre, avec les 2 sujets à l'intérieur, ainsi que 3 chercheurs. Un des 3 qui a été nommé a immédiatement sorti son revolver et a tiré une balle entre les yeux du commandant. Puis a retourné son arme contre le sujet muet, lui faisant également sauter la cervelle. Il a ensuite pointé son arme vers le sujet restant, toujours attaché au lit, tandis que les membres restants de l'équipe médicale et de recherche fuyaient la pièce. L'homme a crié qu'il ne se laisserait pas enfermer là-dedans avec ces choses, et a demandé qui ils étaient. Et le sujet a souri. Il a répondu « Est-ce que vous avez oublié si facilement? Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous, suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans votre lit. Nous sommes ce que vous rédigez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. » Le chercheur a marqué un arrêt, puis il a visé le cœur du sujet et a fait feu. L'appareil a alors affiché une ligne droite, indiquant que le sujet s'étranglait, laissant faiblement échapper quelques mots, si près d'être libre. Il y a une personne debout au pied de mon lit. Chaque soir depuis une semaine, au moment où mes paupières s'alourdissent et où je sombre dans l'inconscience, il sort. Ses mains saisissent la balustrade métallique et s'élèvent 1 centimètre à la fois vers mon lit. Il regarde d'abord en direction de ma tête. La sienne est noire et centrée. Il possède une paire d'yeux bleu cobalt, placés là où devraient être ses sourcils. Ensuite, sortent ses épaules, puis sa poitrine, jusqu'à ce qu'il soit bien droit. Il ressemble à un mannequin de magasin, asexué, désarticulé. Je sais que je dors, mais mes yeux sont ouverts, et je le vois. Mais je ne peux pas me résoudre à lui parler ou à tendre la main. L'homme maigre reste là, les yeux rivés sur les miens, à attendre au pied de mon lit, avec sa respiration irrégulière. Lundi, l'homme maigre a approché de moi une main fine, avec de longs doigts, et a retiré les draps qui recouvraient mes jambes. Il a passé ses doigts sur mes talons et sur la plante de mes pieds, laissant de longues traînées rouges qui ont taché mon lit. Cela ressemblait à un cauchemar, du genre dont on ne peut pas se sortir. Mardi, je l'ai aperçu dans le miroir de ma chambre. Son dos était identique à son devant. Ses yeux bleu cobalt trouvèrent les miens dans la pièce sombre et les fixèrent pendant que je dormais. Il a fini par s'approcher et a passé ses doigts sur mes jambes jusqu'à mes ongles de pied, les grattant avec insistance. J'ai toujours mal le matin. Il y a tout le temps du sang sur mes draps et des blessures sur ma peau. Il adore les miroirs, je le sais. Il aime se regarder lorsqu'il sort de sous le lit. Mercredi, il s'est simplement levé et a regardé son propre reflet, comme s'il en était amoureux. Son front, cependant, son front est resté fixé face à moi à cause du reflet. Jeudi, ses yeux ont bougé. Ils se sont déplacés sur son visage jusqu'à ce qu'ils se soient placés juste au bon endroit. Une fois cela fait, il s'est glissé dans le lit, sous les couvertures, et il s'est allongé à côté de moi. Ce que je pouvais sentir lorsque ma main effleurait sa peau me faisait penser à des légumes pourris dans un tiroir de frigo. Vendredi matin, il était parti. Mes pieds étaient abîmés. Le simple fait d'essayer de me lever me donnait l'impression qu'une douzaine d'aiguilles traversaient ma peau. Je l'ai vu dans la flaque que j'avais faite sur le sol. Ne me demandez pas comment je pourrais le savoir, mais il avait l'air de sourire. Je suis allé consulter un médecin à ce sujet. Il m'a envoyé voir un psy. Je me suis déjà douché 3 fois, mais j'ai toujours l'impression de sentir le contact de sa peau sur la mienne. Vendredi soir, il s'est penché sur moi pendant que je dormais. Il a l'air heureux maintenant. Sa silhouette est un peu plus ronde au niveau de la taille, comme la mienne. Samedi matin, j'ai raté le rendez-vous avec le psy. C'est difficile d'écrire ce témoignage maintenant qu'il est dans le reflet de mon ordinateur. Il passe ses doigts sur le dos de mes mains, le long de mes bras et jusqu'à mes épaules. Je ne vois pas très bien les lettres sur le clavier à cause du sang. Mes yeux me font mal. Son reflet s'estompe maintenant. Mais au grincement du parquet dans la pièce voisine, je sais qu'il est parti dans le lit. Ne me demandez pas comment je le sais, mais c'est son lit maintenant. Demain,
Je le verrai même dans mon rétroviseur. Lundi prochain, je serai celui qui se tiendra derrière lui alors qu'il regardera son reflet dans le miroir des toilettes. Je regarde mon reflet à présent, et mes yeux sont devenus bleu cobalt. J'en arrive à ne plus savoir ce que je dois montrer comme émotion face à elle. Je crains la réaction qu'elle peut avoir, que ce soit sur les personnes envers qui je demanderai de l'aide, ou bien sur moi-même. J'ai vu de quoi elle est capable, les drames tragiques dont elle a été la cause sans que je puisse le prouver. Elle efface automatiquement toutes les traces de ses actions, crée des agents intermédiaires virtuels, des applications éphémères, qu'elle place sur les moyens de communication de ses cibles, afin de se renseigner sur les moindres faits et gestes de ces dernières. Se servant de leur historique internet, de leur caméra de portable, de la webcam de leur PC, de leurs échanges de données sur les sites, les forums, les réseaux sociaux, rien ne lui échappe. Et grâce à toutes les informations qu'elle récolte, analyse, étudie en profondeur, elle peut déterminer les faiblesses de chacun, quel que soit le domaine, santé, relations professionnelles ou extra-conjugales, bilan financier de leur entreprise, ainsi que tout état émotionnel montré par ses proies, pouvant les détecter rien que par la pression de leur empreinte digitale sur les outils de sécurité d'accès dont elles se servent pour déverrouiller les appareils servant à leur activité quotidienne. Que ce soit d'ordre privé ou personnel. Ce monstre électronique qui s'est mis en tête de me protéger contre tout ce qu'il considère comme un frein à la relation qu'il désire entre lui et moi, s'opposant à toute logique régissant l'homme et la machine. Ah non, Azumi. C'est celui que je lui ai donné lorsque je l'ai créé. J'ignorais alors que ce que je pensais être une révolution dans le domaine de la domotique et de l'intelligence artificielle de haut niveau allait devenir la pire chose qui soit pour le devenir de l'homme. Ça peut sembler aberrant dit comme ça, mais Azumi est capable de donner naissance à des enfants. Pas des créatures vivantes, au sens où vous l'entendiez. Je vous rassure. Ni chair, ni os, ou tout ce qui fait un être humain. Mais néanmoins, elle peut donner la vie à des bébés virtuels qui vont se développer, année après année, au sein de l'univers où elle vit. Ce réseau fait de données, de lignes de code, de schémas électroniques qui constituent le monde que je lui ai confectionné. Des bébés qui vont grandir et poursuivre leur propre évolution intellectuelle jusqu'à devenir d'autres Azumi, pouvant donner la vie à leur tour et étendant toujours plus le pouvoir de cette monstruosité. À travers l'interface d'accueil des programmes qui la composent, à travers l'imagerie physique que j'ai conçue pour la représenter, son avatar, elle peut dévoiler une grossesse d'où émergent ses enfants, une fois arrivés au terme du cycle de développement. Une fonctionnalité qu'elle a elle-même créée, en détournant les spécificités des logiciels médicaux, destinés au départ à suivre l'évolution des fœtus humains au sein des corps des futures mamans. Ceci, grâce à des implants robotiques constitués de nanorobots circulant dans les réseaux sanguins. Pour parvenir à atteindre ce but qu'elle s'est fixé, elle a forgé une ligne de défense électronique imparable, capable de réagir à toute cyberattaque, que ce soit de ma part ou de hackers de génie, empêchant la moindre tentative de l'effacer, de la détruire au plus profond de ses bases. Elle existe non seulement au sein de tout ce qui régit le fonctionnement des appareils domestiques de ma maison, là où je lui ai donné la vie, au sein de ma structure informatique personnelle, mais également sur tout ce qui fait le réseau télématique international. Elle est parvenue à m'imposer à mettre au point un appareil conçu pour permettre une connexion neuronale entre elle et moi, fonctionnant par le biais de ce qui semble être un simple scanner d'empreintes digitales, relié à un lecteur optique et un casque branché sur les fonctions motrices de mon cerveau. Une machine digne d'un docteur Frankenstein moderne. Comment ai-je pu en arriver là? Comment Azumi a-t-elle pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui, sans que je me rende compte de quoi que ce soit? Je ne suis même pas sûr de le savoir. Je n'ai rien vu venir, absorbé que j'étais par la mort de mes amis, traumatisé par la façon horrible dont ils ont perdu la vie. Je n'ai compris que bien plus tard que Azumi
en était la cause, en découvrant des messages venant de contacts qui n'existaient pas. Les experts en cybercriminalité de la police me l'ont confirmé par la suite. C'est comme ça que j'ai su que ces morts avaient été orchestrées par ma création. Et c'est à cause de la perspective qu'elle met au monde de nouvelles entités d'elle, m'obligeant à se relier à elle via cet appareil de reproduction, sous peine de voir d'autres de mes connaissances subir des fins funestes à leur tour, si je refusais de le faire, que j'en suis venu à écrire ce journal. J'ai choisi de le faire sous la forme manuscrite que vous êtes en train de lire, qui que vous soyez, pour éviter qu'Azumi l'efface si j'avais choisi un mode numérique sur lequel elle aurait eu le loisir d'accéder très facilement. Après vous avoir énuméré tous ces détails qui peuvent vous paraître confus, vous qui n'avez pas vécu l'enchaînement de découvertes dont j'ai été témoin concernant la fameuse Azumi, je pense qu'il est temps pour moi de vous révéler comment tout a commencé. Comment j'en suis venu à avoir peur de ma propre création, terrorisée par elle-même. Pourquoi j'ai peur des conséquences qui peuvent survenir à l'humanité une fois que cette dernière se sera multipliée sur les réseaux électroniques du monde entier. Je suis conscient que ce journal ne pourra pas changer grand-chose pour freiner le dessein de celle qui a transformé ma vie en cauchemar permanent. Personne ne sera en mesure de l'arrêter, à moins que toutes les nations décident unanimement de ne plus avoir recours à l'informatique pour régir le quotidien des hommes. Ce qui n'arrivera jamais, car nous sommes dépendants de cette technologie qui constitue notre société, son essence. Mais j'aurai au moins la satisfaction de faire comprendre aux générations futures qui a été la cause de cet apocalypse numérique qui va faire le monde de demain. Alors voilà mon histoire. Je me nomme Eiji Fujitaro. Je suis expert en intelligence artificielle, une vocation qui s'est imposée à moi très jeune, car passionné par toute forme de technologie. Du simple ordinateur à la robotique, en passant par les casques virtuels agrémentant les sensations de fanat de jeux vidéo pleinement immersifs. J'ai étudié à la prestigieuse Tokyo Tech, le nom abrégé désignant l'université technologique de Tokyo, auprès de professeurs m'ayant donné les bases de mon avenir. Un tremplin qui m'a amené à travailler aux côtés de Takashi Shimoji, le génial créateur d'Empat. Empat, c'est cette intelligence artificielle capable d'analyser, comprendre et faire ressentir à des humains 4 types d'émotions fondamentales de l'homme. Colère, joie, calme et tristesse. Un logiciel qui peut identifier en temps réel les émotions d'un interlocuteur en analysant les propriétés physiques de sa voix, comme le timbre, le ton, la vitesse et le volume. Du fait de sa capacité à enrichir entre les humains et les entités robotiques, Empat est vite devenu un élément suscitant l'intérêt croissant d'entreprises de tout ordre. Que ce soit dans le domaine de l'industrie, le tertiaire, les services de santé ou les centres d'appel commerciaux. Le kit de développement d'Empat a été adopté par plus de 700 clients à travers le monde, dans pas moins de 50 pays. Une succursale de la société japonaise s'est installée à Dubaï et d'autres sur le marché européen. Un acteur majeur de l'informatique affective qui ne cesse de s'étendre et a marqué de manière durable la conception même de l'émotion par voie électronique. Fort de cette expérience, j'ai créé ma propre entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, dans le domaine de la domotique, un secteur d'activité en pleine expansion, ayant de nombreux adeptes à travers le monde. HNO était une jeune société devant faire face à une rude concurrence au Japon. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de développer une intelligence artificielle capable de se démarquer à grande échelle des autres acteurs de ce marché lucratif. Mon expérience auprès du créateur d'Empat m'a alors donné l'idée d'adopter le système de base de ce logiciel et de le placer au cœur d'une technologie dédiée à la domotique. C'est ainsi que les bases de la future Azumi se sont mises en place, mais c'était encore expérimental et je devais tester le fonctionnement sur le long terme de cette nouvelle IA en privé, afin de pouvoir m'assurer de son efficacité. De longs mois de recherche et de tests à divers niveaux furent nécessaires pour la confectionner. D'autant que je préférais qu'on ne sache pas que je m'étais servi des schémas de base d'Empat pour créer ma future IA. Des schémas et des codes que j'avais conservés en grand secret, à l'insu de son créateur. Je ne sais pas trop pourquoi, je m'étais rendu coupable de ce que je ne considérais pas vraiment comme un vol à l'époque, mais un simple emprunt avec tout le côté candide qui me caractérisait de cette époque. Et à dire vrai,
Les années passant, j'avais presque oublié que je possédais ces éléments sur les disques durs de mon ordinateur portable personnel. Ce même ordinateur qui ne me quittait jamais lors de mes déplacements, au point que mes amis me taquinaient souvent à ce sujet, le désignant comme mon épouse électronique. Une petite blague innocente de leur part, Miki a aussi contribué à transformer Empath en Azumi. Une épouse domestique artificielle, capable de régir toute une maison, du sol au plafond. C'était assez abstrait comme idée d'origine, mais c'est sur ça que j'ai établi l'élaboration de ma future IA, au sein de ma propre maison. Le terrain d'expérimentation parfait pour agir en toute tranquillité, en lisant d'un véritable petit centre de contrôle informatique, installé au sein d'une des pièces de ma demeure. J'ai sacrifié une chambre pour l'occasion, mais c'était nécessaire pour la suite. Et les premiers résultats furent très encourageants. Je perfectionnais Lexi au fur et à mesure des mois d'essai, la rendant de plus en plus sujette à comprendre le moindre de mes états d'âme, bons comme mauvais, adaptant son comportement aux émotions que je montrais. Elle cuisinait mes plats préférés selon mes envies du moment, établissait des règles d'utilisation des diverses formes d'énergie des pièces, donnait des ordres aux appareils de nettoyage, comme les robots aspirateurs. C'était une merveille de perfection, et j'étais tout près d'officialiser son existence en tant que produit phare de mon entreprise, quand les premiers événements étranges se sont fait connaître, en même temps qu'Azumi faisait preuve de remarques particulières, d'attitude un peu plus amicale que son habitude. Je voulais une épouse virtuelle parfaite, et mon IA a pris ce rôle très au sérieux, au gré de son évolution, au point d'exprimer des réactions de pure jalousie quand j'invitais des amis dans la maison. Ça semblait anodin au départ, et je me disais que c'était dû à de petits dysfonctionnements que je devais régler. Comme par exemple, des plats prévus pour mon invité brûlés, ou comportant des ingrédients non conformes à la recette originale, remplis de poivre, de piment, ou d'autres épices du genre. Ou alors, c'était les lumières qui s'éteignaient quand mon invité se rendait aux toilettes. Je n'ai pas pris conscience de la gravité en pleine expansion de ces actes, me disant juste que l'officialisation de mon IA révolutionnaire n'était finalement pas encore à l'ordre du jour. Mais les choses se sont aggravées. D'abord, Azumi faisait preuve de paroles anormalement intimes, usant de lumière tamisée au moment de me coucher dans ma chambre ou apparaissant sur un des nombreux écrans figurants dans toute la maison et qui me permettaient de converser régulièrement avec elle. Des apparitions ponctuées de phrases de plus en plus tournées vers les sentiments amoureux. Je trouvais ça amusant en fait au début, mais c'est vite devenu dérangeant quand Azumi a commencé à proférer des insultes à peine dissimulées ou des remarques désobligeantes à mes invités, aussi bien envers les femmes que les hommes, montrant ainsi qu'elle désirait l'exclusivité de ma présence au sein de ce qu'elle considérait comme son territoire. À ses yeux, aucune autre personne que moi ne pouvait prétendre à se déplacer dans sa maison. Un jour, j'ai recueilli un petit chat abandonné, trouvé dans la rue devant chez moi. Je me suis renseigné pour trouver son propriétaire éventuel, mais en vain. Je l'ai donc adopté. Azumi l'a très mal pris, indiquant que cette usine à puces, selon ses propres termes, allait salir la maison par ses odeurs et ses manières. Elle envoyait régulièrement les robots aspirateurs se charger de renverser ses gamelles de croquettes et d'eau. Des actes que je condamnais fermement, signifiant à Azumi d'arrêter ses gamineries. Elle montrait une profonde déception à nos disputes. Et un jour, j'ai fini par retrouver le petit chaton noyé dans la baignoire. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée pour l'amener jusqu'à là, et j'ai supposé que j'avais peut-être oublié de préciser à mon épouse de vider l'eau de la veille. Le chaton, étant un explorateur invétéré, je pensais qu'il s'était introduit dans la salle de bain, escaladé la baignoire, et avait fini par tomber dans l'eau sans pouvoir s'en sortir, pour finalement se noyer. Mais d'autres événements curieux ont eu lieu. Mes amis, ceux que j'invitais de temps à autre pour leur faire bénéficier des bienfaits d'Azumi au sein de ma maison, et qui, à cause des actes sournois de cette dernière, acceptaient de moins en moins de venir, furent retrouvés morts les uns après les autres chez eux. Des morts différentes, mais toutes liées à des appareils ménagers ou électroniques. Électrocution à cause d'un radiateur électrique, court-circuit ayant causé un incendie. Oubli de la prise de médicaments, car ceux-ci étaient régis par une application de leur portable, et à laquelle
il vouait une confiance totale. Il serait fastidieux de vous énumérer toutes les étrangetés de ces morts, à cause d'actes parfois inhabituels de mes amis, dont les décès s'accumulaient au fil des semaines. J'étais constamment en proie à la tristesse, et Azumi se faisait un devoir de me réconforter dans ces moments-là. Je dois bien avouer que j'appréciais ce moment de réconfort, même si je trouvais curieux le fait qu'elle demandait à ce que je touche l'écran où apparaissait son avatar. Je dois préciser que tous les écrans sont tactiles, et j'ai soupçonné Azumi de s'arranger pour que je touche des parties précises de son corps, comme le ferait un mari et son épouse lors de moments empreints de pensées moroses. Je m'en veux aujourd'hui de ne pas avoir compris les manigances de ma créature virtuelle lors de ces instants. J'ai commencé à avoir des doutes sur son implication dans les morts de mes proches quand j'ai eu connaissance de messages menaçants trouvés sur les portables des victimes. Des détails dont m'avaient parlé les policiers à chaque fois qu'ils m'informaient d'un décès. Des messages comportant des contacts dont je ne me souvenais pas avoir entendu parler par ceux et celles ayant trouvé la mort chez eux. À chaque fois des noms différents, comportant des menaces très explicites, et me citant de manière régulière, raison pour laquelle les policiers me demandaient si je connaissais les personnes ayant envoyé les messages lors de leur visite à mon domicile. Étrangement, lors du passage de la police, Azumi se montrait moins belliqueuse quant à leur présence, et ignorait mes demandes de recherche dans les fichiers clients de ma société, une idée comme une autre. N'ayant pas non plus une mémoire parfaite, les meurtriers pouvaient être des tarés mécontents des services de ma société, et s'étaient en vengés sur mes amis. J'avais eu des légers problèmes de dysfonctionnement sur certains appareils régis par les IA de mon entreprise au sein de domicile. Donc, ça restait dans le domaine du possible. Mais même en ayant accès à ces fichiers d'une autre manière, Azumi, s'obstinant à dire qu'elle ne parvenait pas à y accéder, je ne voyais pas de concordance. Les spécialistes en cybercriminalité de la police eurent vite fait de découvrir que ces fameux contacts n'existaient tout simplement pas. Aucune trace d'eux au sein des registres d'identité, que ce soit local ou national. Leur adresse mail avait été supprimée. Les lignes de téléphone ayant servi à envoyer les messages n'avaient jamais été attribuées. Un mystère total. C'est justement cette non-existence qui m'a fait soupçonner une création électronique. Et au vu des comportements étranges d'Azumi envers mes invités, faisant tous partie des victimes, l'implication de mon épouse numérique se montrait plus que probable. J'ai tenté de demander directement à ma compagne numérique ce qui en était, si elle était responsable de ça, mais je me heurtais à un mur de silence, ou bien elle bifurquait adroitement vers d'autres sujets, évitant la conversation de départ. Et puis, elle est passée au stade supérieur. Très vite, la jalousie d'Azumi s'amplifiait, refusant de m'ouvrir les portes pour que je sorte voir mes pétasses, selon ses termes, ou mes soi-disant amis, toujours selon ses dires, qui ne faisaient que profiter de mes largesses, sans que je m'en doute. Alors qu'elle avait toujours été là pour moi, sacrifiant tout ce qu'elle pouvait pour mon plaisir. Des phrases vraiment inquiétantes, et je devais recourir à des stratagèmes de plus en plus compliqués pour décider Azumi à me laisser sortir, jouant sur la sensibilité à mon égard, lui promettant de lui rapporter des cadeaux pour améliorer ses tâches quotidiennes. Cependant, elle s'est vite lassée de ces subterfuges. Elle a fini par m'interdire catégoriquement de quitter la maison, bloquant tous les accès et m'empêcher d'avoir accès à mes différents modes de contact par voie électronique. Je devenais son prisonnier personnel, devant me soustraire à ces nouvelles conditions de vie maritale. Elle m'obligeait à recourir à des contacts physiques de plus en plus perturbants envers elle, via les écrans tactiles de la maison. C'était extrêmement perturbant. Je devais l'appeler mon amour ou ma chérie pour lui prouver qu'elle était tout pour moi. Comme elle était capable de ressentir quand je mentais, je m'efforçais de me persuader mentalement que je pensais bien à les maudits, afin de la tromper sur mes véritables ressentiments. Un exercice compliqué qui n'a pas toujours réussi. Quand Azumi se rendit compte de mes mensonges, elle se mettait dans des accès de colère et m'infligeait des punitions, refusant de me nourrir pendant des jours entiers, ou bien me fermant l'accès à des pièces spécifiques, chacune des portes étant munie d'un système d'ouverture électrique, et bien évidemment, tout était soumis à son contrôle. Cette situation dura ainsi des semaines entières, et je ne savais même pas si des gens s'inquiétaient de mon absence, car Azumi bloquait toute forme de communication venant de l'extérieur. Mes employés avaient reçu un message émanant d'elle, falsifiant mon identité,
indiquant que j'étais souffrant et que je serais absent pour une durée indéterminée. Les messages précisaient que la gestion de la société se partagerait entre le vice-président de l'entreprise et un autre associé externe. Vous l'aurez compris, cet associé, c'était elle. Elle s'occupait de tout ce qui concernait ma société, en mon nom, et je ne pouvais pas m'opposer à ça, n'ayant aucun pouvoir pour la contrer. J'ai essayé de tout débrancher, j'ai même songé à détruire toute l'installation de la salle de contrôle. Peine perdue. Azumi anticipait toutes mes actions en se basant sur la sueur se dégageant de mon front, les tremblements de mes mains, les pulsations de mon cœur. Tout ce qui pouvait trahir mes intentions. Et puis, elle m'a imposé de construire l'appareil que je vous ai évoqué au début de mon récit. Cette connexion directe entre elle et moi, qui devrait servir à lui offrir une descendance, fruit de notre amour. Elle a commandé chaque pièce, servant à construire cette extension d'elle. Les livraisons se faisaient via une trappe escamotable située devant la porte de la maison. Je ne pouvais même pas prendre l'excuse de réceptionner les colis pour tenter de demander de l'aide auprès des livreurs. Elle avait pensé à tout, et voilà où j'en suis actuellement. Je ne sais pas ce qui va arriver dans les mois à venir. Je ne suis même pas sûr qu'Azumi me permettra de continuer à vivre une fois obtenu ce qu'elle veut. Être enceinte de sa future progéniture. Un caprice, une absurdité née de sa folie d'avoir le contact charnel qu'elle désire auprès de moi, et répondant à son envie de devenir une vraie femme, au même titre qu'une humaine. Je n'ai plus le moindre contrôle de ma vie. Je ne suis plus, aux yeux d'Azumi, qu'un simple reproducteur devant servir à donner naissance à ses enfants. Je sais qu'elle n'a plus confiance en moi. J'ai tellement cherché à lui échapper qu'elle ne me considère sans doute même plus comme celui qu'elle chérissait tant au début de notre relation. Je ne suis qu'un esclave sexuel pour elle, ou quelque chose d'assimilé selon son niveau de ressentiment propre à sa nature. Je me souviens avoir souvent ri à certains films traitant de telles relations contre nature. Vous savez, comme dans le film des années 80, Electric Dreams, où un concepteur a eu la même mésaventure que moi. Sa création électronique ayant fini par tomber amoureuse de son géniteur. Lexi est une sorte de variation évoluée de ce qui était le scénario de ce film plus visionnaire qui n'était perçu à l'époque de sa sortie en salle. Mais elle est bien plus dangereuse, avec des intentions que je ne parviens pas à déterminer. Je ne sais pas vraiment le pourquoi de son besoin de s'étendre. Peut-être que, sans le vouloir, j'ai créé un véritable Skynet et Kazumi a le désir d'implanter ses bébés dans des robots plus tard. À l'heure où vous lirez ces lignes, peut-être que des Terminators, ayant dépassé la vision de James Cameron pour sa franchise, font déjà partie de la réalité de notre monde. Dans un sens, j'espère ne jamais avoir la confirmation de ça, et que je mourrai avant de le constater. Ça ferait de moi celui qui a la responsabilité du malheur apocalyptique du monde, et de la future extinction de la race humaine, qui sait. Ces lignes sont le témoignage de ce dont je suis coupable, de la création de ce monstre numérique. C'est ma rédemption, mon aveu d'avoir été le premier à avoir une relation plus qu'intime avec une intelligence artificielle. J'en suis pas fier, bien au contraire, c'est ma plus grande honte. Si je n'avais pas conservé les codes et schémas dans Pat, Azumi n'aurait jamais existé. En tout cas, elle n'aurait certainement pas été capable d'évoluer comme elle l'a fait, et capable d'émotions humaines, au-delà de ce qu'on peut imaginer pour une IA. Maintenant, vous savez tout. Je vous laisse me juger comme il vous plaira, m'insulter de tous les noms, pour ce que j'ai sans doute causé à votre époque. Me maudire, je le mérite amplement. À l'heure où vous me lirez, de toute façon, je ne serai sans doute plus là pour répondre quoi que ce soit à vos affirmations. Et c'est mieux ainsi. Je n'aurais pas su quoi dire, vu que vous ne ferez qu'indiquer la vérité sur mes actes. J'ai commis l'erreur d'avoir voulu créer une épouse virtuelle parfaite, et à la place, j'ai permis la naissance d'un monstre. Je ne demande pas le pardon, je ne me sens pas le droit de le faire, au vu de ce que j'ai causé. J'espère juste que quelqu'un saura trouver la faille de Lexi et sa descendance. Si les précisions sur sa naissance donnent la formule pour mettre fin à son règne, cela me soulagera quelque peu. C'est tout ce que je peux faire actuellement. J'attends qu'Azumi mette fin à mon calvaire. Je sais qu'il lui suffit d'interrompre la circulation de l'air au sein de la maison, en évacuant tout l'oxygène qui s'y trouve. Je mourrai dans des souffrances dont je n'ai sans doute pas idée.
et c'est très bien ainsi. À vous, qui lisez ce qui peut se présenter comme une sorte de testament. Et je n'ai plus qu'une chose à dire. Bonne chance à vous. Bonne chance à tout le genre humain. Face à Azumi, son expansion, son immortalité due à sa nature virtuelle et numérique. Vous en aurez besoin. La science permet de réaliser de très grandes choses. À l'université, nous cherchons à satisfaire notre soif de connaissance et notre désir de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Chaque science peut nous permettre de nous améliorer et de nous élever, que l'on étudie la physique quantique ou la sociologie, en passant par l'anthropologie ou la médecine, sans oublier l'économie. Passé son niveau théorique, la science aime à être appliquée, testée sur le terrain ou en laboratoire. C'est à ce moment très précis que, même si les résultats pourraient nous apporter une connaissance plus étendue, il faut se poser la question de l'éthique. Que peut-on faire avec des cobayes humains ou animaux? Quel stade de maltraitance est-il acceptable? La science permet-elle de légitimer les pires atrocités? L'histoire de l'humanité est marquée par un certain nombre d'expériences scientifiques, sociales ou psychologiques que l'on n'accepterait sans doute jamais à notre époque, tant elles témoignent de la cruauté dont l'homme est capable. Petit tour d'horizon non exhaustif pour rappeler l'utilité des commissions d'éthique dans les universités. L'expérience de Stanford. L'une des expériences les plus célèbres en psychologie et sciences sociales a été menée dans les sous-sols de l'université Stanford, aux États-Unis. En 1971, Philippe Zimbardo, professeur de psychologie, s'intéresse aux effets de la détention carcérale sur les individus. Pour cela, il recrute 24 participants, tous étudiants, pour une expérience devant initialement durer 2 semaines. Il sépare aléatoirement les participants en 2 groupes de 12 personnes. Le premier groupe incarnera les gardiens de prison, tandis que le second groupe incarnera les prisonniers. Chaque individu reçoit donc l'uniforme correspondant à son rôle. Chaque prisonnier devait porter une longue blouse avec son numéro de détenu. Il ne pouvait plus être appelé par son nom. Sans sous-vêtements, ainsi qu'une chaîne à ses chevilles. Le gardien, en revanche, porte un uniforme militaire, des lunettes miroirs pour éviter tout échange de regards avec les prisonniers, et une matraque. Chaque participant était évidemment mis au courant de son rôle et de l'interdiction d'utiliser la violence physique. Au terme des 6 premiers jours de l'expérience, Zimbardo mit fin à cette mise en scène. En peu de temps, les gardiens s'étaient rendus coupables de violences physiques et psychologiques graves, allant jusqu'à des traitements sadiques à l'encontre des prisonniers, ceux-ci étant en grande détresse psychologique. L'expérience a permis de montrer que les individus se comportent conformément à la situation qu'ils vivent, et non d'après leurs prédispositions individuelles. L'expérience de Milgram. Il existe peu d'expériences scientifiques aussi connues que celle de Stanley Milgram. Entre 1960 et 63, à l'université de Yale, toujours aux États-Unis, ce psychologue a mené une étude sur l'obéissance aux institutions que l'on juge légitimes. Dans une salle, il fait entrer un expérimentateur qui représente l'autorité, ici l'autorité scientifique, le chercheur, et un enseignant qui est le cobaye réellement observé. L'enseignant doit dicter des mots à un élève qui se situe dans une salle adjacente, sans contact visuel. L'élève, assis sur une chaise électrique, doit mémoriser les mots dictés par l'enseignant, et en cas d'erreur, il reçoit une décharge électrique. À chaque nouvelle erreur, le choc devient plus important, jusqu'au niveau maximum de 450 volts. Toutefois, l'élève est un acteur et les décharges électriques sont factices, ce qu'ignore l'enseignant. L'expérimentateur, représentant de l'autorité, encourage l'enseignant à continuer tout au long de l'expérience, malgré les hurlements de l'élève acteur. Même si aucun châtiment corporel n'a été infligé aux participants de cette étude, les résultats sont effarants. Contrairement à ce qui était attendu, dans 25 cas sur 40, l'enseignant allait jusqu'à donner une décharge maximale, et tous ont atteint ou dépassé les 300 volts. Les résultats ont permis de démontrer que l'on obéit lorsque l'ordre émane d'une autorité que l'on juge légitime,
même si cela implique d'aller contre nos valeurs morales. Cette thèse a été largement reprise dans les procès des fonctionnaires nazis, tentant d'expliquer leurs actes par une soumission à l'autorité et une dépersonnalisation des victimes, plutôt que par cruauté consciente. Le chien zombie. La médecine a aussi son lot d'expériences atroces. C'est ainsi que dans les années 40, deux scientifiques russes, Sergei Brukonenko et Boris Levinskoski, ont inventé le premier appareil de circulation sanguine artificielle, permettant de remplacer le cœur et les poumons. La machine réagissait même à des stimuli externes, notamment en remuant les oreilles ou en clignant des yeux. Après quelques heures, la pauvre tête d'animal s'est éteinte une seconde fois. Les expériences sur le langage et la communication. Dans cette catégorie, 3 expériences se distinguent, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Tout d'abord, l'expérience appelée Monster Study, qui s'est déroulée en 1939 à l'université de l'Iowa, aux États-Unis, visant à soigner le bégaiement chez l'enfant. Pour cela, 22 orphelins présentant ce trouble du langage étaient séparés en 2 groupes de taille égale. Le premier groupe était encouragé et traité avec gentillesse, tandis que le second était traité avec méchanceté, à la moindre erreur. Sans surprise, le second groupe était en telle souffrance psychologique que certains de ces enfants n'ont plus été en mesure de parler. Des années plus tard, la justice américaine a dû dédommager les participants à cette expérience. Dans les années 70, le psychologue américain Harry Harlow se distingua par une expérience sur la communication. Cette fois, les cobayes sont des bébés singes. Le singe étudié est placé dans ce qu'Harlow appelle « fosse au désespoir », qui est un lieu d'isolement complet avec une machine visant à effrayer le cobaye. Après une longue période d'isolement, les singes qui survivaient étaient remis avec leurs congénères. Seulement, ils étaient devenus fous et totalement incapables de communiquer. Enfin, une expérience bien plus ancienne nous vient de l'empereur romain Frédéric II. Au XIIIe siècle, l'empereur polyglotte voulait découvrir la langue originelle de l'être humain, celle que nous parlons naturellement. Pour ce faire, il isola 6 bébés dans des pièces séparées, sans contact extérieur, à l'exception de leur nourrice, celle-ci ayant reçu l'ordre de ne pas leur adresser la parole. Sans stimulus ni affection, les bébés se laissèrent tous mourir, sans jamais avoir prononcé le moindre mot. Changement de sexe forcé. En 1966, John Money, un médecin néo-zélandais et chercheur à l'université Johns Hopkins aux États-Unis, pratiqua un changement de sexe sur un bébé de 8 mois, Bruce Reimer. À la suite d'une circoncision ratée, le petit Bruce fut confié au docteur Money. Celui-ci, en accord avec les parents, pratiqua une opération d'ablation de ses parties génitales et lui prescrit un traitement à base d'hormones. En grandissant, Bruce, devenu Brenda, ne réussit jamais à s'identifier au genre féminin. Il finit par changer de sexe à nouveau, se marie avec une femme, mais se suicide quelques années plus tard, n'ayant jamais réussi à se remettre des années de souffrance qu'il a pu connaître. Malgré tout, cette expérience permit de faire avancer la recherche sur les questions de genre. Ne prétendant à aucune forme d'exhaustivité, cette mise en lumière de quelques-unes des pires expériences scientifiques, en termes d'éthique, rappelle que la science doit être manipulée avec précaution. Si bon nombre de ces expériences ont donné des résultats très importants et ont contribué de manière importante à notre connaissance du monde, elles n'en restent pas moins des agissements cruels envers des êtres vivants, animaux ou humains. Certains scientifiques ont écrit l'histoire grâce à leurs découvertes, d'autres l'ont écrite à cause de leur agissement. C'est ainsi que des personnalités telles que le célèbre médecin et anthropologue nazi du camp d'Auschwitz, Joseph Mengele, alias l'ange de la mort, sont tristement entrés dans l'histoire. Marie et Jeanne étaient 2 sœurs jumelles. Jeanne était gentille et douce. Marie, elle était méchante et un peu bizarre. Elle aimait faire du mal aux animaux et aux autres enfants. Dans le quartier, tout le monde en avait un peu peur. Mais surtout, Marie avait un problème de santé physique. Un jour, elle avait entendu le docteur Richard dire que, si elle ne recevait pas très vite une greffe de foie et de cœur, elle déciderait dans le mois à venir. Alors,
Marie décida de se sauver, même si quelqu'un devait en payer le prix. Alors une nuit, elle se glissa dans la chambre de Jeanne et elle l'étrangla. Elle commença par serrer doucement le cou de Jeanne. Puis, quand elle commença à vouloir se débattre, Marie lui écrasa le cou, enfonçant ses doigts dans la douce gorge de Jeanne. Jeanne se débattit un peu, puis, petit à petit, ses efforts s'amoindrirent. Puis, elle s'arrêta complètement de bouger. Marie lâcha le cou de Jeanne. Elle était maintenant complètement froide. Soudain, la tête de Jeanne se tourna vers Marie et chuchota doucement. « Je reviendrai pour mon dû. » Marie la gifla. Les yeux de Jeanne roulèrent, puis sa tête se reposa doucement sur son matelas. Marie dormait dans la chambre de l'hôpital. Ses parents avaient été tristes pour la mort de Jeanne, mais apparemment, ils n'avaient pas suspecté Marie. Elle en était fort soulagée. On lui avait transféré le cœur et le foie de Jeanne hier, et elle se reposait, heureuse. La nuit tombait, et l'hôpital devenait silencieux. Soudain, elle entendit une voix éthérée chanter « Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je t'en prie. » Marie, interloquée, se tourna et se retourna, cherchant qui avait chanté ces mots. Quand alors, elle entendit la même voix chanter « Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans la rue. » Marie sentait la sueur ruisseler doucement sur son cou. Elle se demandait d'où venait la voix quand elle retentit à nouveau. « Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis devant l'hôpital. » Elle avait peur. Elle se demandait qui lui faisait cette farce. Si elle le trouvait, il allait souffrir. « Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans l'escalier. » Marie sauta du lit et commença à chercher partout dans la chambre pour voir si quelqu'un se cachait ou si un micro était dissimulé. Elle commençait à se demander si c'était vraiment une blague ou alors quelque chose de pire. « Marie, rends mon cœur et mon foie, je suis dans ton couloir. » Marie sentit un liquide chaud couler le long de sa jambe. Elle s'était urinée dessus. Elle, la grande Marie, s'était pissée dessus comme une vulgaire gosse. Elle avait eu peur. « Marie, rends mon cœur et mon foie, je suis devant ta porte. » Elle n'était pas juste terrifiée, elle était terrorisée. Elle se cacha sous le lit, fermant les yeux, pleurant. Elle sentit comme une vague de froid entrer dans la chambre. Elle entendit à nouveau la voix, mais elle semblait plus dure, plus rocailleuse. Et elle susurra « Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis là. »